Cette surprise totale ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose. Au beau milieu de l'atome, il devait y avoir quelque chose de minuscule, mais d'incroyablement dense et de chargé positivement. Le noyau était découvert. Cette expérience de Rutherford a complètement pulvérisé l'image qu'on avait de l'atome. Et la conclusion la plus folle, c'est peut-être celle-ci. La matière est composée à 99,99% de vide. Il y a ce tout petit noyau super dense au centre, et très loin autour, des électrons qui gravitent, un peu comme des planètes autour du Soleil. Mais attention, tous les atomes d'un même élément ne sont pas forcément identiques. Prenons le chlore par exemple. Ce qui définit le chlore, c'est qu'il a 17 protons. Ça, c'est sa carte d'identité, ça ne change jamais. Mais si on regarde le nombre de neutrons, on voit que le chlore 35 en a 18 et le chlore 37 en a 20. Ce sont des isotopes, des jumeaux qui ont le même nom, mais pas tout à fait le même poids. Ok, maintenant qu'on a une bonne idée de la structure d'un atome, on peut dézoomer un peu et voir comment tous ces différents types d'atomes s'organisent entre eux. Et toute cette connaissance nous mène à l'une des plus belles créations de la science, le tableau périodique des éléments. Ce n'est pas juste une liste, loin de là. C'est une véritable carte au trésor qui révèle les propriétés et les secrets de chaque brique fondamentale de l'univers. Toute la magie de ce tableau, c'est que la position d'un élément nous dit presque tout sur son comportement. Les éléments qui sont dans la même colonne verticale, c'est un peu comme une famille. Ils ont des personnalités chimiques très similaires. C'est tellement bien fait que son créateur, Mendeleïev, a même pu prédire l'existence et les propriétés d'éléments qui n'avaient pas encore été découverts. On arrive maintenant à la partie la plus importante. Pourquoi est-ce que toute cette structure interne a de l'importance? Eh bien tout simplement parce que tout est une question de connexion, de la façon dont les atomes s'associent pour bâtir le monde qui nous entoure. Alors, comment les atomes se lient-ils les uns aux autres? Le secret, il est sur leur couche la plus externe, chez les électrons qu'on appelle les électrons de valence. On peut se les imaginer comme les mains de l'atome. C'est avec ces mains qu'un atome va serrer la main d'un autre en partageant des électrons, en donnant ou en prenant. Pour reprendre notre image des Lego, les liaisons fortes, c'est les petits picots qui clipsent deux briques solidement ensemble pour créer un objet. Les liaisons faibles, ce serait plutôt comme un léger magnétisme, qui ferait que deux objets déjà construits s'attirent un peu l'un l'autre. Les premières bâtissent les molécules, les secondes décident comment ces molécules vont vivre ensemble. Et voilà, la boucle est bouclée. On comprend maintenant que c'est cette architecture invisible, à l'échelle de l'atome, qui explique le monde visible. C'est elle qui fait que les diamants sont si durs, que l'eau coule et que l'air est un gaz. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, n'est que la conséquence de ces règles du jeu subatomique. On a fait un long voyage, du visible à l'invisible et retour. Mais ça nous laisse avec une dernière question, vertigineuse. Si les briques et les règles d'assemblage sont les mêmes pour tout dans l'univers, alors qu'est-ce qui différencie un caillou d'un être vivant? Quelle est cette étincelle spéciale qui organise la matière inerte pour lui donner la vie? C'est une question qui nous emmène bien au-delà de la chimie, aux frontières de la biologie, et peut-être